Confieriez-vous la vie de votre enfant à une personne qui n'est rien aux yeux du monde? Ce soir, une femme de ménage que tout un empire traitait comme un meuble va sauver une vie. La seule vie qui met à genoux l'homme le plus dangereux de New York. Si vous vous êtes déjà senti invisible, restez avec moi, car le détail qui sauve tout se cache toujours là où le pouvoir refuse de regarder. Reed Valente avait 36 ans. Sa fortune s'élevait à 9 chiffres. Et il était craint par toutes les organisations criminelles de la côte Est. Il pouvait mettre fin à la vie d'un homme d'un simple coup de fil et effacer les preuves avant son café du matin. Mais rien de tout cela n'avait d'importance à 2 heures du matin. Surtout quand sa fille de 17 mois, Millie, n'arrêtait pas de hurler. Il avait tout essayé. Le biberon, le bercement, les gouttes contre les coliques. Il arpentait les couloirs de son domaine du Connecticut comme un animal en cage. Pendant que des gardes armés surveillaient depuis chaque recoin, il ne savait pas quoi faire d'un patron qui semblait sur le point de s'effondrer. Il a appelé son médecin personnel, un homme payé 30 000 par mois pour être disponible à toute heure. Le médecin est venu et a procédé à une évaluation clinique. Il s'est concentré sur les symptômes internes. Rien. Il a ensuite fait appel à un spécialiste de l'hôpital Mount Sinai pour écarter les problèmes neurologiques. Plus de tests, plus de machines, plus de mots qui ne voulaient rien dire. Car le bébé hurlait toujours. 7 heures d'affilée. L'ex-femme de Reed, Page, a décroché depuis Milan au 3e essai. Elle lui a dit de régler ça et de l'embrasser pour elle. Puis elle a raccroché. Il a fixé le téléphone et a réalisé quelque chose que l'argent ne peut pas réparer. Il était complètement seul. Pendant ce temps, 3 étages plus haut, une femme de 27 ans nommée June Pierce essorait une serpillière au bout d'un couloir. Personne d'important ne passait jamais par là. Elle avait les mains gercées, un uniforme délavé, des chaussures usées jusqu'à la corde. Elle travaillait de nuit ici depuis 2 ans, et pas une seule personne dans cette maison ne connaissait son nom. Mais June savait quelque chose qu'aucun médecin dans cette pièce ne savait. Elle savait ce que signifiait ce cri. Elle le savait parce que la dernière fois qu'elle avait entendu un son pareil, elle n'avait pas agi assez vite. Et à cause de ça, elle avait enterré son petit frère. Ce soir, elle a agi. Elle a posé la serpillière et a descendu l'escalier de service. Elle s'est dirigée droit vers une chambre d'enfants pleine d'hommes armés et de médecins diplômés des plus grandes universités. Elle n'avait rien d'autre que ses mains abîmées par le travail. Et une promesse qu'elle avait faite à un garçon mort, nommé Benny. Avez-vous remarqué le détail de la couverture enroulée autour du bébé? Gardez-le en tête. Il va avoir plus d'importance que tout le reste dans cette pièce. 3 indices sont déjà devant vous. Une seule vérité. Et personne dans ce manoir ne la voit venir. Ouais, Arnetta, va venir, sauf elle. Si cette histoire vous a déjà captivé, mettez un pouce bleu. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Maintenant, retournons à la porte de la chambre d'enfant au moment où June Pierce frappe. Plus rien dans le monde de Reed Valente ne sera jamais pareil. June a frappé 3 coups brefs à la porte de la chambre. Ni fort, ni doucement. Juste assez pour percer les cris stridents qui s'en échappaient. La lourde porte en chêne était épaisse. Mais elle a frappé comme si c'était la porte de sa vieille chambre louée à Brownsville, là où elle vivait avant. Sans peur, sans hésitation. Un garde du corps s'est immédiatement placé devant elle. Il la dépassait de presque une tête. Il était large d'épaules, un pistolet à la hanche. Il la regardait de haut, comme on regarde un chat errant qui s'est trompé d'étage. Zone interdite. Remontée. June n'a pas reculé. Elle a parlé calmement, d'une voix basse, mais chaque mot était clair. Elle a dit qu'elle devait voir M. Valente, que c'était au sujet de sa fille. Le garde du corps n'avait pas encore répondu quand la porte s'est ouverte de l'intérieur. Reed se tenait là. Ses yeux étaient rouges de fatigue. Sa chemise noire était froissée. Sa main droite tremblait encore légèrement. Il a regardé June. Et à cet instant, pour la première fois en 2 ans de service sous ce toit, Reed Valente l'a vraiment vue. Il n'a pas regardé à travers elle, ni à côté d'elle. Il l'a regardée droit dans les yeux, attentivement, comme s'il essayait de lire en elle qui elle était et pourquoi elle osait se tenir là. « Qui êtes-vous? » Sa voix était rauque, épuisée, mais elle portait toujours cette autorité qui faisait baisser les yeux à la plupart des gens. June n'a pas baissé les siens. « Je suis la femme de ménage de nuit, du 3e étage.
J'ai entendu votre fille pleurer depuis là-haut. Derrière Reed, le docteur Shaw s'est avancé. Son visage était crispé par l'irritation. Monsieur Valenté, cette femme n'a aucune formation médicale. Cette pièce est réservée au personnel médical et à la famille. Le docteur Voss, à côté de lui, a hoché la tête en signe d'accord. Elle tenait toujours son stéthoscope. Sa voix était froide. Elle a dit qu'il s'en occupait et lui a demandé de sortir. June a tout entendu. Elle n'a pas discuté avec les médecins. Elle ne s'est pas lancée dans une longue explication. Elle a simplement regardé Reed droit dans les yeux. Elle a ignoré les deux hommes en blouse blanche comme s'ils n'existaient pas. Elle a dit que quelque chose la faisait souffrir. Pas une maladie, pas une infection. Quelque chose touchait son corps et lui causait de la douleur à chaque mouvement. Elle a demandé 5 minutes. Elle a promis que si elle avait tort, elle quitterait la pièce et ne dirait plus jamais un mot. La pièce est devenue silencieuse. Millie pleurait toujours sur le lit. Ses cris devenaient déjà rauques, mais ne s'arrêtaient pas. Le docteur Shaw s'est tourné vers Reed. D'une voix basse, il a dit qu'il déconseillait fortement cela, qu'il ne savait pas qui elle était. Le docteur Voss allait ajouter que c'était un bébé de 17 mois et qu'on ne pouvait pas laisser faire quelqu'un sans formation médicale. Reed a levé la main droite. Un seul geste. Les deux médecins se sont tus sur le champ. Il a regardé June. Dans cette pièce, il y avait 2 médecins de renom et 3 gardes du corps armé, et un empire valant des centaines de millions de dollars derrière lui. Mais la seule personne qui le regardait droit dans les yeux sans s'y éiller était elle. La seule qui parlait avec une certitude absolue, au lieu de se cacher derrière des termes médicaux. C'était la jeune femme à l'uniforme gris délavé et aux talons usés, debout devant lui. Reed s'est écarté et a ouvert la porte plus grand. Entrez. 5 minutes. Le docteur Shaw semblait prêt à en dire plus, mais il a croisé le regard de Reed et a ravalé ses mots. Le docteur Voss a secoué la tête et a croisé les bras. Mais elle n'a pas osé protester à nouveau. June a franchi le seuil, elle n'a pas regardé la pièce, elle n'a pas regardé le moniteur médical, ni l'appareil d'échographie, ni la pile de résultats d'analyse sur la table. Elle n'a regardé que Millie, le tout petit bébé sur le lit blanc, le visage rouge, la bouche ouverte, les 2 petits poings serrés, enveloppés dans une couverture de soie blanche bordée d'argent. June a regardé cette couverture et son cœur s'est mis à battre plus vite. Certains disent que l'instinct n'est qu'une expérience pour laquelle la raison n'a pas encore trouvé de nom. June n'avait ni diplôme ni certificat, mais elle avait 8 ans de douleur forgée en quelque chose qu'aucune école de médecine ne pouvait enseigner. La capacité d'entendre la différence entre un cri de maladie et un cri de douleur. Et ce cri, elle l'avait déjà entendu. Elle savait comment ça se terminait si personne n'agissait. Elle n'allait pas laisser ça se reproduire. June est allée directement au lavabo dans le coin de la pièce. Elle a ouvert l'eau, a pris le savon et s'est lavé chaque doigt, chaque espace entre eux, sous ses ongles, si minutieusement que le docteur Voss a légèrement levé la tête pour observer. Ce n'était pas la façon dont une femme de ménage se lavait les mains. C'était la façon dont quelqu'un se lavait les mains avant de prendre un enfant qu'elle tenait comme sa propre vie. June s'est séché les mains avec une serviette en papier, s'est approchée du lit et a doucement soulevé Millie dans ses bras. Elle a soutenu la tête du bébé dans sa paume, a pressé son petit corps contre sa poitrine et a murmuré un flot continu de sons sans parole. Millie pleurait toujours, mais le rythme de ses cris s'est un peu adouci quand elle a senti cette chaleur l'entourer. June a commencé à l'examiner. Elle n'a pas utilisé de stéthoscope, ni de lumière, ni aucun équipement. Elle n'a utilisé que ses 10 doigts. Elle a touché légèrement derrière les oreilles de Millie, le long de son cou, sous ses 2 bras, le long de sa colonne vertébrale. Rien. Elle a enlevé la petite grenouillère et a vérifié sa poitrine, son ventre, les 2 côtés de son aine, chaque orteil, chaque doigt. Pas de gonflement, pas de rougeur, pas de bleu. Le docteur Shaw a jeté un œil à sa montre. Ça fait 3 minutes. Sa voix ne cachait pas la moquerie. Le docteur Voss a croisé les bras plus fermement, ses yeux fixés sur June avec le regard d'un médecin dont la patience s'épuisait. Reed se tenait contre le mur en silence, mais ses yeux n'ont pas quitté June une seule seconde. Il faisait un pari et il le savait. June a doucement reposé Millie sur le lit. Le bébé a de nouveau crié, et au moment où son dos a touché le matelas, tout son corps s'est raidi. June s'est arrêtée. Elle ne regardait plus Millie. Elle regardait la couverture de soie blanche bordée d'argent
étendue sous le dos du bébé. Elle a soulevé la couverture lentement, comme si elle tenait quelque chose de précieux et de dangereux à la fois. Elle l'a retourné sur le devant. Elle a passé ses doigts le long de la bordure argentée, traçant lentement chaque point décoratif. Rien. Elle l'a retourné de l'autre côté, l'a touché à nouveau. Puis, dans le coin inférieur droit, là où la bordure formait un pli scellé, son index a trouvé quelque chose. Petit, dur, pointu. Elle a utilisé 2 doigts pour écarter le pli du tissu. Et là, caché entre 2 rangées de fils d'argent, se trouvait une petite épingle en argent, ouverte. Sa pointe acérée était tournée vers le haut. Sur la pointe de l'épingle, il y avait une fine marque rouge brunâtre, du sang séché. La pièce est devenue silencieuse. Pas un silence ordinaire. Le genre de silence qui survient lorsque tout ce en quoi les gens ont eu confiance pendant 7 heures s'effondre soudainement en une seule seconde. Le docteur Shaw s'est avancé, les yeux écarquillés. Le docteur Voss a laissé tomber ses bras croisés. Reed n'a pas bougé, mais toute la couleur a quitté son visage. June a soulevé l'épingle sous la lumière, entre son pouce et son index, pour que tout le monde puisse la voir. Puis elle a dit d'une voix calme, comme si elle expliquait la chose la plus évidente du monde. C'était à l'intérieur de la bordure de la couverture. Chaque fois qu'elle bougeait, chaque fois que quelqu'un enroulait la couverture autour d'elle, la pointe lui perçait le dos. La soie est épaisse, donc on ne peut rien voir de l'extérieur. Mais elle pouvait sentir chaque piqûre. Elle a baissé les yeux vers Millie, qui était maintenant allongée sur le matelas nu, sans la couverture. Ses pleurs s'étaient déjà réduits à de petits oreilles brisés. Elle n'est pas malade. Elle a mal, et la source de cette douleur était cachée à l'intérieur de la chose même que tout le monde pensait la protéger. Personne n'a dit un mot. Dans ce silence prolongé, les hoquets de Millie sont devenus plus doux, puis ont complètement cessé. Pour la première fois en 7 heures, il n'y avait plus de pleurs dans la pièce, et ce silence était plus lourd que n'importe quel cri qui l'avait précédé. June a soulevé Millie du matelas doucement, une main soutenant son dos, l'autre berçant sa tête, et a tenu le bébé contre sa poitrine. Millie a eu quelques petits hoquets de plus, son corps tremblant encore de la force résiduelle de 7 heures de cris. June n'a rien dit. Elle se balançait seulement lentement, sa respiration régulière, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme des vagues berçant le rivage. 1 minute, 2 minutes. Les hoquets se sont espacés. Les petites pointes du bébé se sont desserrées. Sa respiration s'est allongée, s'est approfondie. Puis Millie s'est endormie. Son premier sommeil après 7 heures. Son visage était encore rouge, ses paupières encore gonflées, mais ses petites lèvres s'étaient refermées en paix. Dans les bras de la fille qui nettoyait les sols, la fille du chef de la mafia dormait comme si le monde entier était en sécurité. Le docteur Shaw s'est approché, sa voix beaucoup plus basse maintenant, sans aucune trace de moquerie. Il a doucement examiné l'endroit sur le dos de Millie où l'épingle l'avait piqué. Une petite égratignure rouge, peu profonde, moins de la moitié de la longueur d'un doigt. La blessure est très mineure, superficielle, pas d'infection. Elle guérira en quelques jours sans autre traitement. Il a fait une pause et a regardé l'épingle posée sur le plateau en acier inoxydable à côté de la table. Mais nous aurions dû vérifier cela en premier, avant tous les tests. Je suis désolé. Le docteur Voss se tenait derrière lui sans parler. Mais à un moment donné, elle avait déjà décroisé les bras. Ses yeux sont restés sur June tenant Millie. Millie, et il y avait quelque chose dans ce regard qui avait changé, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Reed n'a pas entendu les excuses du médecin. À un moment donné, il s'était laissé tomber dans le fauteuil dans le coin de la pièce. Ses coudes appuyés sur ses genoux, ses 2 mains couvrant son visage. Ses épaules ne tremblaient pas. Il ne pleurait pas, mais son silence était plus lourd que n'importe quel pleur aurait pu l'être. C'était l'homme qui contrôlait tout un empire de la pègre, l'homme dont un seul signe de tête pouvait décider de la vie ou de la mort. L'homme que toute la côte Est traitait avec prudence. Mais à cet instant, il n'était qu'un père. Un père qui venait de réaliser qu'il avait fait souffrir sa propre fille de ses propres mains. Quand il a baissé les mains, ses yeux étaient rouges. Sa voix est sortie rauque et lente, chaque mot arraché de sa gorge par la force. Cette couverture était un cadeau de Paige, envoyé de Milan dans une boîte Hermès. Je l'ai ouverte, j'ai vu qu'elle était belle, j'ai vu qu'elle était douce,
J'ai vu qu'elle était chère, et j'ai enveloppé ma fille dedans sans regarder de près, sans vérifier, sans la retourner pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Juste parce que c'était cher, j'ai pensé que c'était sûr. Juste parce que c'était beau, j'ai pensé que c'était bien. Il a baissé les yeux sur ses propres mains. Des mains qui avaient fait des choses cruelles, mais jamais auparavant il ne les avait détestées comme il les détestait maintenant. J'ai utilisé ses mains pour envelopper cette chose autour de ma fille. 7 heures. Elle a eu mal pendant 7 heures, et je ne le savais pas. June se tenait à côté du lit, Millie dormant toujours paisiblement dans ses bras. Elle a regardé Reed, n'a pas vu un patron, n'a pas vu la cruauté, n'a pas vu le pouvoir. Elle n'a vu qu'un père se déchirant de culpabilité pour quelque chose qu'il croyait avoir causé. Elle s'est avancée et a doucement reposé Millie dans le lit, la couvrant avec la fine couverture d'hôpital que le docteur Shaw avait apportée dans sa mallette. Puis elle s'est tournée vers Reed. « Monsieur Valente, vous ne saviez pas. Personne ne savait. L'épingle était cachée à l'intérieur d'une couture scellée. L'œil nu n'aurait pas pu la voir à moins que quelqu'un ne la touche à main nue et ne trouve exactement le bon endroit. Vous ne l'avez pas blessée par négligence. Vous avez fait ce que n'importe quel père aurait fait. Vous avez donné à votre fille ce que vous croyez être le meilleur. Ne vous blâmez pas pour ça. Ce qui compte le plus, c'est qu'elle va bien maintenant. Elle dort. Elle n'a plus mal. » Reed l'a regardé longuement sans parler. Puis il a regardé Millie, respirant régulièrement sur le lit, ses petits doigts vaguement enroulés autour du bord de la nouvelle couverture. Et dans son esprit, une question a commencé à prendre forme. Une question qu'il ne s'était posée sur personne en 20 ans de vie dans l'ombre. Qui était cette fille? Et pourquoi comprenait-elle la seule chose que personne dans son monde ne comprenait? Reed a demandé, juste au moment où June tournait le dos et commençait à sortir de la pièce. « Comment saviez-vous? » Ce n'était pas la voix d'un patron. Ce n'était pas la voix d'un homme donnant des ordres. C'était la voix de quelqu'un qui voulait vraiment comprendre. June s'est arrêtée au milieu de la pièce, le dos toujours tourné vers lui. Elle ne s'est pas retournée tout de suite. Elle laisse rester là quelques secondes, comme si elle décidait d'ouvrir une porte qu'elle avait gardée verrouillée pendant 8 ans. Puis elle s'est retournée. Ses yeux ont rencontré ceux de Reed, mais elle ne le regardait pas vraiment. Elle regardait quelque part plus loin, quelque part plus profond, un endroit que seule elle pouvait atteindre. Parce que j'ai déjà entendu ce cri. Et cette fois-là, je n'ai pas agi assez vite. Elle ne s'est pas assise. Elle laisse rester debout au milieu de la pièce, les bras le long du corps, la voix stable, le rythme lent. Pas de tremblement, pas de sanglots, juste une immobilité terrifiante. Le genre d'immobilité qui appartient à quelqu'un qui a pleuré toutes ses larmes il y a longtemps. Alors maintenant, il ne reste que la vérité nue. Mon petit frère s'appelait Benny, Benny Pierce. Quand mon père est mort, j'avais 17 ans et Benny en avait 12. Ma mère était partie quand j'avais 6 ans, donc il n'y avait personne d'autre, juste moi. J'ai abandonné l'école et j'ai travaillé à 3 emplois à la fois. Je faisais la vaisselle le matin dans un restaurant, je nettoyais des chambres d'hôtel l'après-midi et je gardais des enfants le soir. Benny allait à l'école, rentrait à la maison, se cuisinait des nouilles, faisait ses devoirs, puis s'asseyait et dessinait jusqu'à mon retour. Il adorait dessiner. Il dessinait tout. Il dessinait même des choses qui n'existaient pas, des villes qu'il imaginait, des mondes dans lesquels il aurait aimé vivre. Il disait qu'un jour, il peindrait des fresques murales dans toute Brownsville pour que les gens regardent les murs au lieu de regarder le sol. June a fait une pause, non pas parce que l'émotion l'avait saisie, mais parce qu'elle choisissait ses mots avec soin, avec précision. Comme si un mot de travers trahirait la mémoire de Benny. Quand Benny a eu 14 ans, un mardi soir, il a dit qu'il avait mal à la tête, une légère fièvre. J'ai pensé que c'était la grippe saisonnière. Mais le lendemain matin, je l'ai quand même emmené à la clinique communautaire. Nous avons attendu 3 heures pour voir un médecin. Le médecin l'a regardé pendant 5 minutes, a dit que c'était une grippe ordinaire, a rédigé une ordonnance pour un médicament contre la fièvre et m'a dit de le ramener à la maison et de le laisser se reposer. Elle a pris une longue inspiration et l'a expiré lentement. 2 jours plus tard, la fièvre a augmenté. Benny a commencé à vomir. Je l'ai ramené. Un autre médecin, il l'a aussi regardé pendant 5 minutes. Il a dit que c'était un virus saisonnier. Il lui a donné plus de médicaments. Il m'a dit de ne pas trop m'inquiéter. Il a dit que lorsqu'une grande sœur est trop protectrice,
Les enfants n'apprennent jamais à guérir par eux-mêmes. Je voulais lui dire que je n'étais pas seulement une grande sœur, j'étais la seule personne que Benny avait au monde. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai pris les médicaments et je suis rentré à la maison. Reed n'a pas bougé. Le docteur Shaw se tenait à côté de l'armoire à matériel, la tête légèrement baissée. Le docteur Voss s'était reculé près de la porte, le dos contre le mur, les yeux fixés sur le sol. La veille de Noël, Benny a eu une crise. Tout son corps s'est bloqué, ses yeux se sont révulsés, de la mousse blanche s'est formée à sa bouche. J'ai appelé le 911. L'ambulance a mis 20 minutes à arriver. Brownsville la veille de Noël. Les routes bloquées, la neige qui tombait, et dans les quartiers pauvres, les ambulances ne sont jamais pressées. June a baissé les yeux sur ses mains. Des mains gercées, les ongles coupés courts, les mains d'une femme de ménage. Mais 8 ans plus tôt, ses mains avaient tenu un garçon de 14 ans qui convulsait sur le sol de la cuisine d'un appartement au 5e étage sans ascenseur. À l'hôpital public de Brooklyn, ils ont fait des tests, méningite bactérienne. Elle s'était déjà propagée, trop tard pour que les antibiotiques fonctionnent. Le médecin a dit que si elle avait été détectée 2 jours plus tôt, juste 2 jours, Benny aurait vécu. Elle s'est arrêtée, non pas pour reprendre son souffle, mais pour donner à la phrase suivante assez d'espace pour se tenir dans le silence. Benny est mort à 23h47 la veille de Noël. La neige tombait, blanche, à l'extérieur de la fenêtre des urgences. J'étais assise à côté de son lit, tenant sa main, et sa main devenait de plus en plus froide. Il n'a rien dit. Il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Le dernier dessin qu'il a fait est toujours rangé dans un dossier à la maison, inachevé. Une cité dans les nuages qu'il n'a jamais pu finir. On aurait dit qu'il n'y avait plus d'air dans la pièce. Reed écoutait, et à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose s'est brisé, quelque chose pour lequel il ne trouvait pas de nom. Après l'enterrement, les services de protection de l'enfance sont venus. Ils m'ont posé 23 questions. Je me souviens de chacune d'elles. L'avez-vous négligé? Consommiez-vous de la drogue? L'avez-vous laissé seul la nuit? L'avez-vous déjà frappé? J'étais assise dans une pièce froide, portant encore une chemise tachée du sang de Benny, parce que je ne m'étais pas changé depuis cette nuit-là. Et j'ai dû répondre à chaque question pour prouver que je méritais le petit frère que je venais de perdre. June a levé son regard et a regardé Reed droit dans les yeux. Ses yeux étaient secs. Pas une seule larme, et c'est ce qui rendait la chose terrifiante. Les larmes peuvent se vider, mais les yeux secs de quelqu'un qui n'en a plus ne peuvent être remplis par rien. Je venais de perdre mon frère, la seule personne que j'avais au monde. Et au lieu d'être soutenu, au lieu d'être réconforté, j'ai dû m'asseoir dans une salle d'interrogatoire pour prouver que je n'étais pas un monstre, parce que j'étais pauvre, parce que je vivais à Brownsville, parce que je n'avais pas une assez bonne assurance maladie pour l'emmener dans un hôpital décent dès le début. Ma voix ne valait pas un véritable examen. Elle a inspiré, expiré, et sa voix est revenue à la normale, comme si elle venait de finir de parler de la météo. Alors, quand j'ai entendu votre fille pleurer ce soir, je ne pouvais pas rester à l'étage, au 3e, à passer la serpillière et ne rien faire. J'ai promis à Benny qu'aucun enfant ne souffrirait sans que quelqu'un l'entende, plus jamais. Même si je perdais mon emploi, même si je devais entrer dans une pièce où je n'avais pas le droit d'entrer. Reed est resté silencieux pendant un long moment. Il n'a pas dit « Je comprends », parce qu'il savait qu'il ne comprenait pas. Il n'a pas dit « Je suis désolé », parce que des excuses auraient été bien trop petites pour une telle douleur. Il est seulement resté assis là, dans la pièce où sa fille dormait enfin en paix, regardant la fille qui nettoyait ses sols et qui venait de lui dire quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. Et pour la première fois de sa vie, Reed Valenti a rencontré quelqu'un dont la douleur rendait tout ce qu'il avait jamais souffert insignifiant. Le lendemain matin, après que June ait quitté la pièce et que Millie dormait encore paisiblement dans son petit lit, Reed a convoqué Gideon Hale dans son bureau au 1er étage. Gideon était le seul homme de l'organisation en qui Reed avait une confiance absolue. 68 ans, soit une chance. Ses cheveux d'un blanc pur, sa silhouette mince, mais ses yeux toujours aussi vifs que des lames. Il était le conseiller de la famille Valente depuis l'époque du père de Reed. L'homme qui avait appris à Reed à lire les gendarmes avant même que Reed n'apprenne à tenir une arme. Reed a posé la couverture de soie sur le bureau, l'épingle à côté, dans un petit sac zippé.
Je veux savoir d'où vient cette épingle. Pas de supposition. Je veux la vérité. Gideon a hoché la tête, n'a posé aucune autre question et a emporté la couverture. Il avait ses propres gens pour ce genre d'affaires. Un spécialiste du textile qui avait autrefois travaillé pour le Bureau fédéral d'investigation avant de se lancer dans ce que les gens appelaient poliment le conseil privé. Le genre d'homme qui comprenait le tissu comme un médecin légiste comprend la chair et les os. Les résultats sont revenus en une demi-journée. Gideon était retourné dans le bureau de Reed en fin d'après-midi et a posé un dossier de photographie agrandi sur le bureau. Cette épingle n'était pas un défaut de fabrication. La bordure de la couverture a été cousue par une machine industrielle. Chaque pointe parfaitement régulier, sans interruption, qui aurait permis à l'épingle de s'insérer pendant la production. L'épingle a été insérée de l'extérieur après que la couverture ait déjà été finie. Quelqu'un a séparé la couture de la bordure à la main et glissé l'épingle à l'intérieur, puis l'a repliée pour que la pointe soit tournée vers l'intérieur. C'était délibéré. Reed écoutait sans aucune expression sur son visage, mais à l'intérieur de lui. Quelque chose avait commencé à bouillir. Gideon a continué. Le colis de Milan, celui de Page, est passé par 3 personnes avant d'arriver dans la chambre de Millie. D'abord, le transporteur international. J'ai vérifié. Transporteur réputé, couverture vidéo complète, sceau intact à son arrivée au portail du domaine. C'est clair. Deuxièmement, Rico Deonte a reçu le colis au point de contrôle de sécurité pour le filtrage. Troisièmement, Frank Russo a pris le colis de la salle de sécurité. La caméra du couloir montre Frank le transportant directement du bureau de Rico à votre chambre, sans s'arrêter nulle part, sans ouvrir la boîte. L'horodatage est clair. Gideon s'est arrêté là. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Rico était le sous-chef en charge du contrôle de sécurité pour tout ce qui était envoyé au domaine. Chaque paquet, chaque colis, chaque article qui pouvait contenir un danger devait passer entre les mains de Rico avant d'être autorisé à entrer dans la maison. Rico avait signé le registre de sécurité indiquant que ce colis était sans danger. Mais la caméra montrait Rico gardant le colis dans la salle de sécurité pendant 17 minutes avant de le donner à Frank. 17 minutes. Assez longtemps pour l'ouvrir, placer l'épingle, le refermer et le resceller pour qu'il paraisse intact. Ce n'est pas encore une preuve directe, a dit Gideon. Mais Rico est le seul maillon de la chaîne sans alibi clair. Reed s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Dehors, le domaine s'étendait sous la lumière de l'après-midi du Connecticut. De vieux chênes projetaient des ombres sur la pelouse verte. Il regardait, mais il ne voyait rien. Rico Deonte, l'homme qui s'était tenu à ses côtés pendant 20 ans. L'homme qu'il avait appelé frère. L'homme qui savait quel whisky il aimait boire, ce qui le hantait dans ses cauchemars, et à quel point il aimait sa fille. Si Rico avait vraiment fait ça, alors Reed ne perdrait pas seulement un sous-chef. Il perdrait foi en sa propre capacité à lire les gens les plus proches de lui. Ne fais rien pour l'instant, a dit Reed, la voix plate. Surveille Rico? C'est là. Discrètement. Un traître se démasquera s'il se croit en sécurité. Gideon a hoché la tête, s'est levé et s'est dirigé vers la porte. Avant de franchir le seuil, il s'est retourné. Cette fille qui nettoie les sols, elle est très douée. Reed ne s'est pas retourné. Je sais. Cette nuit-là, le domaine était silencieux. Les gardes changeaient de poste au portail. Les lumières du couloir s'étaient tamisées et toute la maison sombrait dans l'ombre. Reed était assis dans le fauteuil à côté du lit de Millie. Le même fauteuil où il s'était assis pendant 7 heures la nuit précédente, en plein désespoir. Mais maintenant, Millie dormait, respirant régulièrement, ses petits doigts vaguement enroulés autour du bord de la fine couette. Il n'y avait plus de pleurs. Reed a regardé sa fille et s'est souvenu de sa mère. Elle était morte quand il avait 17 ans. Cancer du poumon, phase terminale. Dans ses derniers jours, elle était allongée dans un lit d'hôpital, si mince que les os de ses épaules poussaient contre le coton de sa blouse, mais ses yeux étaient toujours brillants. Elle avait tenu la main de Reed, sa propre main froide, mais sa voix chaude. Tu feras face à beaucoup d'obscurité, Reed, je le sais. Mais promets-moi une chose, ne laisse pas l'obscurité engloutir toute la lumière en toi. Même si tu n'en gardes qu'un peu, garde-la. Mais garde-la. Il avait rompu cette promesse. Rompu encore et encore, chaque jour, chaque décision, chaque appel téléphonique où il donnait un ordre que sa mère n'aurait jamais pardonné.
Mais ce soir, assis là, à regarder sa fille dormir paisiblement après un cauchemar qui avait duré 7 heures, il a murmuré. Pas fort, pas clairement, juste un souffle qui le quittait, avec quelques mots qu'il n'avait adressés à personne ni à rien depuis 20 ans. Si quelqu'un écoute, je ne sais pas comment t'appeler. Mais merci. Merci de l'avoir envoyé ce soir. Il ne savait pas s'il parlait à Dieu, à sa mère ou au vide lui-même. Mais pour la première fois en 2 décennies, Reed Valentine a senti que ses mots ne tombaient pas dans le vide. Le lendemain matin, un garde du corps a frappé à la porte de la chambre des domestiques au 3e étage, où June enfilait son uniforme pour son prochain service. Monsieur Valente veut vous voir. Son bureau, 1er étage. June n'était jamais entrée dans le bureau de Reed auparavant. En 2 ans dans ce domaine, hollandaise de domaine, elle savait très bien qu'il y avait des portes que les domestiques n'avaient pas le droit de toucher, et la lourde porte en chêne au bout du couloir du 1er étage en faisait partie. Elle est entrée. La pièce était plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Les murs étaient lambrissés de chêne foncé, les rideaux de velours à moitié tirés. La lumière naturelle ne filtrait que par une étroite ouverture et tombait sur la surface du bureau. Sur l'étagère derrière le bureau, 3 bouteilles de whisky se tenaient côte à côte, le genre dont elle savait que chacune coûtait autant qu'une année complète de loyer pour une chambre à Brownsville. Et sur le mur en face de la porte, il y avait une photographie en noir et blanc dans un cadre en argent. L'homme sur la photo avait des yeux comme ceux de Reed, mais son visage était plus âgé, plus dur et son regard plus froid. Le père de Reed, le patron de la génération précédente. Reed était assis derrière le bureau, déjà vêtu d'une chemise noire fraîche, les cheveux soigneusement peignés. Il avait l'air de n'avoir jamais perdu 7 heures de sommeil la nuit précédente. Mais ses yeux portaient encore les traces rouges que le café noir ne pouvait effacer. « Asseyez-vous. » June s'est assise sur la chaise en face de lui, le dos droit, les mains posées sur ses genoux, les yeux regardant droit devant. Elle n'a pas regardé la pièce avec admiration ou curiosité. Elle a regardé Reed et a attendu. Reed n'a pas perdu de temps. Je veux que vous arrêtiez de travailler comme femme de ménage. Je veux que vous vous occupiez de Millie à plein temps, 5 fois votre salaire actuel. Assurance maladie complète. Une chambre privée dans le domaine, dans l'aile ouest, près de la chambre de Millie. À partir d'aujourd'hui. June n'a pas répondu tout de suite. Elle a entendu chaque mot clairement, a compris chaque chiffre clairement. 5 fois. Assurance maladie. Une chambre privée. C'était une des choses qu'elle n'avait jamais eues dans sa vie. Mais elle a aussi compris ce que Reed ne disait pas à voix haute. Si elle acceptait, cela signifiait rester plus longtemps dans ce domaine, plus près de Reed, plus près de l'organisation, plus près des réunions dans le sous-sol à minuit, plus près des visages inconnus qui allaient et venaient sans explication, plus près d'un monde où un faux pas pouvait la faire disparaître et personne ne demanderait pourquoi. Monsieur Valentine, je comprends l'offre, mais vous savez que je sais ce qu'est cette maison. Reed n'a pas nié, n'a pas expliqué, n'a pas cherché d'excuses. Il a seulement dit « Je sais que vous savez. Et je vous fais quand même cette offre parce que la nuit dernière, vous avez fait ce que 2 médecins payés des centaines de milliers de dollars par an n'ont pas pu faire. Je n'ai pas besoin d'une autre personne pour nettoyer les sols. J'ai besoin de quelqu'un qui sait écouter ma fille. » June est restée silencieuse. Dans son esprit, 2 images se superposaient. Millie dans ses bras la nuit précédente, les doigts du bébé tenant lâchement le bord de sa chemise, son visage s'adoucissant lentement, ses yeux se fermant, et Benny. Benny a 12 ans, assis sur le sol de la cuisine de leur appartement au 5e étage et en train de dessiner. Levant les yeux et souriant quand elle rentrait après son service de plonge. 2 enfants, un qu'elle avait perdu, un qui était là, j'ai une condition. Reed s'est légèrement penché en avant. Dites-le, si je vois quoi que ce soit dans cette maison qui menace Millie, quoi que ce soit, que ça vienne d'un étranger ou de vous-même, je le dirai directement. Je ne resterai pas silencieuse. Je ne détournerai pas le regard. Et je ne ferai pas semblant de ne pas avoir, même si cela signifie le dire droit dans votre visage. Pouvez-vous accepter cela? Reed l'a regardé. En 20 ans à la tête de l'organisation, personne ne lui avait jamais posé de conditions. Ses hommes prenaient des ordres. Ses partenaires négociaient. Ses ennemis menaçaient. Mais personne ne l'avait jamais regardé dans les yeux en disant « Je vous le dirai en face, et vous devrez l'accepter. »
Le coin de sa bouche s'est légèrement relevé. Ce n'était pas un sourire. C'était seulement le signe de quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, un vrai respect pour quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. J'accepte. June a hoché la tête. N'a pas offert de poignée de main, n'a pas dit merci. Elle a seulement hoché la tête, s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Avant de sortir, elle s'est arrêtée sans se retourner. Je commence maintenant. Millie a besoin de son petit déjeuner. Puis, elle est partie. Reed est resté seul dans le bureau, regardant la porte se refermer. Et pour la première fois depuis très longtemps, il a senti qu'il venait de prendre la bonne décision, sans avoir besoin d'une arme, sans avoir besoin d'argent et sans avoir besoin de menacer qui que ce soit. June a déménagé ses affaires dans la chambre privée de l'aile ouest cet après-midi-là. Tout ce qu'elle possédait tenait dans un vieux sac de voyage en tissu. 2 tenues de tous les jours, l'uniforme gris qu'elle gardait parce qu'elle ne savait pas ce que le jeter signifierait, quelques articles de toilette et le carnet en cuir marron usé de Benny. La chambre de l'aile ouest était 4 fois plus grande que la chambre des domestiques au 3e étage où elle avait vécu. Un lit double, des couvertures blanches, une armoire en bois, une fenêtre donnant sur la pelouse derrière le domaine. Propre, aérée, froide. June a posé le carnet de Benny sur la table de chevet, puis est allée dans la chambre de Millie, 3 portes plus loin. À partir de ce moment, sa vie a tourné autour d'un bébé de 17 mois et du rythme de respiration dangereux de cette maison. Les premiers jours, June a appris à lire le domaine comme elle lisait un visage. Le matin était le moment le plus calme. Les gardes changeaient de poste au portail, Gloria préparait le petit déjeuner dans la cuisine, la lumière du soleil du Connecticut filtrait à travers les rideaux, et tout semblait presque normal. Mais l'après-midi, le rythme changeait. Des voitures noires commençaient à s'arrêter à l'entrée latérale. Des hommes en costume entraient sans se présenter, sans saluer personne, et descendaient directement au sous-sol. La porte en acier du sous-sol se fermait, et personne ne disait un mot sur ce qui se passait derrière. La nuit était le pire. June était allongée dans sa chambre, entendant des pas lourds dans le couloir à 1 heure du matin, des voix d'hommes parlant rapidement en italien mêlé d'anglais, des portières de voitures claquant dehors à 3 heures, et parfois quelque chose qui montait du sous-sol qu'elle ne voulait pas nommer. Elle ne demandait pas, elle ne regardait pas, elle ne quittait pas l'aile ouest après 21 heures. Sa limite était claire, Millie, seulement Millie. Elle nourrissait Millie, baignait de Millie, berçait Millie pour l'endormir, lisait des livres à voix haute à Millie, même si le bébé ne comprenait pas un seul mot. Elle notait les heures de repas, les cycles de sommeil et la température corporelle chaque matin et chaque soir dans son carnet, sur des pages vierges, juste après les dessins inachevés de Benny. Elle se faisait petite, discrète et utile. Mais dans une maison comme celle-ci, même être petite suffisait à attirer l'attention. Frank Russo a été le premier à le montrer. Il avait 53 ans, majordome du domaine depuis l'époque du père de Reed. Un homme habitué à exercer son autorité sur chaque domestique de la maison. Et la promotion soudaine de June, de femme de ménage de nuit à gouvernante privée de la fille du patron, était quelque chose que Frank ne pouvait pas avaler. Il ne parlait pas directement. Il ne parlait jamais directement. Frank Russo était le genre d'homme qui poignardait avec des mots, pas avec des couteaux. La première semaine, il a assigné à June le nettoyage du salon du premier étage en dehors de ses heures avec Millie. Vous êtes toujours une employée de cette maison. S'occuper d'un enfant ne signifie pas rester assise. June a nettoyé sans objection. La deuxième semaine, Frank a parlé devant 2 gardes dans le couloir, sa voix juste assez forte pour que June l'entende en passant avec Millie. Drôle d'époque que nous vivons. Une femme de ménage s'assoit à la même table que le patron maintenant. Peut-être que ces médecins qui gagnent des centaines de milliers de dollars devraient rentrer chez eux et apprendre à passer la serpillière. Les gardes ont ri doucement. June a continué à marcher, ne s'est pas retournée, n'a pas répondu. Millie a bougé dans ses bras et c'était la seule chose qui comptait pour elle maintenant. Mais ce soir-là, après que Millie se soit endormie et que le domaine ait sombré dans son obscurité familière, June a appelé Nain sur son vieux téléphone. Nain travaillait toujours de nuit au nettoyage du domaine. Toujours la seule amie que June avait dans cette maison, June. Je te dis la vérité. Tu joues avec le feu. Frank te déteste. Les gardes ont commencé à chuchoter et l'un d'eux m'a demandé qui tu étais pour que le patron te favorise.
Plus tu te rapproches de lui, plus les gens voudront te faire tomber, tu comprends? June comprenait. Elle comprenait plus clairement que Naën ne l'imaginait. Elle avait grandi à Brownsville, là où tout enfant qui se démarquait de la foule était ramené vers le bas. Là où grimper plus haut signifiait devenir une cible. Elle avait vécu selon cette règle toute sa vie. Je sais, Naën. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? June a regardé par la fenêtre de sa chambre. La pelouse noire dans l'obscurité, les ombres des chaînes imprimées contre le ciel sans lune. Je reste parce que Millie a besoin de moi. Et j'ai promis à quelqu'un que je ne m'enfuirai plus. Naën a soupiré à l'autre bout du fil, n'a rien dit de plus. Elle savait qu'une fois que June avait décidé, personne ne pouvait la faire changer d'avis. June a terminé l'appel, a posé le téléphone et a regardé le carnet de Benny sur la table de chevet. Dans cette maison pleine d'obscurité, elle n'avait qu'à s'accrocher à une chose, assez de clarté pour voir le danger avant qu'il n'arrive, et assez de courage pour ne pas fuir quand il arriverait enfin. 2 semaines après la nuit de l'épingle, Reed et Gideon ont commencé à tirer sur le fil. Un fil dont les deux hommes savaient qu'il pourrait tout déchirer s'il était tiré de la mauvaise manière. Ils se rencontraient chaque matin à l'aube dans le bureau du premier étage. Avant que le domaine ne se réveille, avant que quiconque, à l'exception des gardes de nuit, ne soit dans le couloir. Gideon apportait du café noir et un petit ordinateur portable qui n'était pas connecté au Wi-Fi du domaine. Chaque donnée de surveillance sur Rico était stockée dans cette machine et nulle part ailleurs. Reed avait voulu agir dès le premier jour. Son instinct était d'écraser une menace avant qu'elle n'ait la chance de respirer. Mais Gideon l'a retenu. Nous avons des soupçons, pas de preuves. La caméra montre Rico gardant le colis pendant 17 minutes. Mais 17 minutes pourraient aussi s'expliquer par un contrôle de sécurité plus minutieux que d'habitude. N'importe quel avocat que Rico engagera dira exactement cela. Et si vous agissez sur des soupçons, la moitié de l'organisation pensera que vous êtes paranoïaque. Et l'autre moitié pensera que vous êtes assez faible pour laisser l'émotion vous guider. Reed détestait entendre ça, mais il savait que Gideon avait raison. Gideon avait toujours raison sur les choses que Reed ne voulait pas entendre. La 3e semaine, Gideon a trouvé quelque chose de plus important. Ces hommes ont suivi Rico en dehors des heures de travail et ont découvert que Rico utilisait un 2e téléphone. Le genre de téléphone prépayé acheté en espèces et enregistré sous aucun nom. Rico l'utilisait chaque jeudi soir, toujours au même endroit. Le 4e étage du parking d'un centre commercial à Stamford, à 30 minutes du domaine en voiture. Gideon ne pouvait pas entendre le contenu des appels, mais il a tracé le numéro à l'autre bout. Il appartenait à une ligne de contact liée à l'organisation qui contrôlait les ports du Sud. Le rival que la famille Valente avait maintenu à distance par la force et des accords discrets depuis 10 ans. Rico parlait à l'autre camp. Gideon a posé la photographie de Rico dans le parking sur le bureau. La lumière fluorescente projetait des ombres sur le visage du sous-chef alors qu'il tenait le téléphone à son oreille. Mais je ne sais pas ce qu'il dit. Ça pourrait être une trahison. Ça pourrait être Rico jouant sur les 2 tableaux pour faire un profit privé tout en restant loyal envers vous. Ça pourrait être n'importe quoi. Ce n'est pas suffisant pour le condamner. Reed s'est levé, s'est dirigé vers la fenêtre et s'est arrêté à l'endroit familier où il se tenait toujours quand il avait besoin de se retenir. Ses poings se sont serrés à ses côtés. « Alors, tu me dis d'attendre. Je te dis d'attendre. Un traître se démasquera s'il se croit en sécurité. Le moment où tu agis est le moment où tu lui dis que tu le surveilles. Et alors il effacera les preuves, changera de tactique, ou pire, frappera le premier. La patience est l'âme que tu détestes le plus. Mais en ce moment, c'est la seule chose qui maintient l'avantage entre tes mains. » Reed n'a pas répondu. Il a regardé la pelouse où la lumière du matin tombait sur la rosée et a ravalé la fureur qui brûlait dans sa poitrine. La patience. La chose la plus difficile au monde pour un homme habitué à tout résoudre par la force immédiate. Mais il s'est retenu pour Millie. Car s'il faisait un faux pas, ce ne serait pas lui qui en paierait le prix. Pendant ce temps, 2 étages plus haut, une autre conversation avait lieu. Rico déhanté se tenait dans le couloir du sous-sol, le dos contre le mur, une tasse d'expresso à la main, ses yeux fixés sur l'escalier où June était passée avec Millie 10 minutes plus tôt. Frank Russo se tenait à côté de lui, et les 2 hommes continuaient de regarder dans la direction où June avait disparu. « Tu as remarqué cette fille ?» a demandé Rico, la voix basse, ses yeux ne quittant jamais l'escalier.
Frank a haussé les épaules. Une femme de ménage a été promue. C'est l'affaire du patron. Je ne m'en mêle pas. Rico a pris une longue gorgée d'expresso. Elle n'est plus seulement une femme de ménage, Frank. Elle est à côté de Millie toute la journée. Être à côté de Millie signifie être à côté de la chambre du patron. Être à côté de la chambre du patron signifie entendre ce qu'elle ne devrait pas entendre, voir ce qu'elle ne devrait pas voir. Frank est resté silencieux, attendant. Rico a posé la tasse d'expresso sur le rebord de la fenêtre et s'est tourné vers Frank, les yeux froids. Cette fille en sait trop. Il n'a rien dit de plus. Il n'en avait pas besoin. Frank a compris. Dans ce monde, cette phrase n'était pas une observation. C'était un verdict. Et à l'étage, au deuxième, June donnait sa bouillie du matin à Millie, complètement inconsciente que son nom venait d'être mis sur la balance par des hommes pour qui la vie et la mort n'étaient rien de plus qu'un calcul d'avantage. 3 jours après la conversation entre Rico et Frank dans le couloir du sous-sol, June a trouvé quelque chose que personne ne savait avoir été perdu. Cet après-midi-là, Millie s'est endormie pour sa sieste plus tôt que d'habitude. June a profité de ce temps pour ranger la chambre du bébé, essuyer le sol, redresser l'étagère à jouets et vérifier la température de la pièce. Elle nettoyait toujours à fond, non pas parce que quelqu'un l'exigeait, mais parce que l'habitude de 2 ans à passer la serpillière s'était installée dans ses mains. Quand elle s'est agenouillée pour essuyer sous le lit de Millie, ses doigts ont touché quelque chose. Un petit papier plié en deux. Elle l'a sorti. Un petit bout de papier blanc, pas plus grand que la moitié de sa main, plié en deux. Il gisait dans la fine couche de poussière près du pied du lit, comme s'il était tombé de la poche de chemise ou de pantalon de quelqu'un qui s'était penché près du lit, puis avait été légèrement poussé dessous sans que personne ne le remarque. June l'a ouvert. À l'intérieur, écrit à la main à l'encre de stylo à billet noir, il y avait un numéro de téléphone à 10 chiffres, et en dessous, une ligne écrite en sténographie anglaise. Phase 2, après la couverture. June l'a relu. Phase 2, après la couverture. Son cœur a commencé à battre plus vite, mais ses mains n'ont pas tremblé. 8 ans de survie à Brownsville depuis que son monde s'était effondré lui avaient appris quelque chose qu'aucune salle de classe ne pourrait jamais enseigner. Quand tu trouves quelque chose de dangereux, tu ne restes pas là à le fixer. Tu ne demandes à personne. Et tu ne réfléchis pas trop longtemps. Tu le caches. Tu le mémorises. Puis tu l'apportes à la bonne personne. Elle a sorti son vieux téléphone et a pris des photos du papier, des 2 côtés, chaque ligne d'écriture claire, puis elle a replié le papier et l'a glissé dans la dernière page du carnet de Benny, là où elle notait tout ce qui était important. Elle a regardé Millie, dormant toujours paisiblement sur le lit. Le visage du bébé rose et sain, sa respiration légère et régulière, ses petits doigts vaguement enroulés autour de l'oreille d'un petit ours en peluche. Puis June s'est levée, est sortie de la chambre et est descendue directement au premier étage. Elle a frappé à la porte du bureau de Reed. Elle n'a pas attendu longtemps. Entrez. Reed était assis derrière le bureau, examinant des papiers, un verre de whisky à sa droite. Il a levé les yeux vers elle, et d'après le regard de June, il a su tout de suite que ce n'était pas parce que Millie avait besoin d'une couche ou manquait de lait. June s'est approchée du bureau, a posé le carnet de Benny, l'a ouvert à la dernière page, a sorti le bout de papier et l'a poussé vers Reed. J'ai trouvé ça sous le lit de Millie. C'était près du pied du lit, plus loin, comme si c'était tombé de la poche de quelqu'un. Reed a pris le papier d'une main, l'a ouvert, l'a lu. Son visage n'a pas changé. Pas un seul muscle de ce visage n'a tressailli. Mais sa main droite, celle qui tenait le verre de whisky, s'est resserrée lentement, régulièrement, jusqu'à ce qu'une fissure parcourt le côté du verre et que le whisky s'infiltre à travers ses doigts sur le bureau en chaîne. Il n'a pas baissé les yeux sur le verre. Ses yeux sont restés fixés sur les mots. Phase 2, après la couverture. Après la couverture. L'épingle dans la couverture de soie n'était pas un accident. Ça, il le savait déjà. Mais ce n'était pas non plus la fin. C'était l'étape 1. Et quelqu'un avait été assez proche du lit de sa fille pour planifier la prochaine étape. Reed a posé le bout de papier, a posé le verre de whisky fissuré, et pour la première fois depuis que June était entrée dans cette pièce, il l'a regardée avec une expression différente. Pas le regard d'un employeur envers une domestique. Pas de la gratitude. C'était le regard d'un homme réalisant que la file debout devant lui protégeait la vie de sa fille avec quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter.
Une attention portée aux endroits que personne d'autre ne prenait la peine de remarquer. Vous venez de sauver ma fille pour la deuxième fois. June a fait un petit signe de tête négatif. Je ne faisais que nettoyer la chambre. Le papier était sous le lit, dans la poussière. C'était juste le hasard. Reed l'a regardé, puis a baissé les yeux sur le papier, puis de nouveau sur elle. June, dans cette maison, rien n'est le fruit du hasard. Il s'est levé, a pris le verre fissuré, l'a mis de côté et s'est dirigé vers la fenêtre, à l'endroit où il se tenait toujours. Il lui tournait le dos maintenant, sa voix plus bas, ne parlant plus tant à June qu'à lui-même. Quelqu'un est assez proche pour entrer dans la chambre de ma fille, assez proche pour laisser tomber ça sans le savoir. Et il prépare quelque chose de plus gros qu'une épingle. Il s'est retourné. Je vais m'en occuper. Mais vous, continuez à faire ce que vous faites. Restez près de Millie. Gardez les yeux ouverts. Gardez les oreilles ouvertes. Et si vous voyez autre chose, aussi petit soit-il, vous l'apportez directement ici. Vous ne le dites à personne d'autre. Personne. June a hoché la tête. Elle a pris le carnet de Benny, l'a refermé et s'est dirigée vers la porte. Au moment où la lourde porte en chaîne s'est refermée derrière elle, Reed avait déjà le téléphone à la main, appelant Gideon. Et à l'étage, dans la chambre de Millie, le bébé dormait toujours paisiblement, ignorant que la vraie tempête n'avait même pas encore commencé. Une semaine après la note sous le lit, Renée est apparue au portail du domaine. C'était la femme de Tommy, la femme d'un soldat de bas niveau en charge du transport de marchandises autour du port. Le genre d'homme qui travaillait discrètement, ne haussait jamais la voix et était loyal à Reed depuis avant la naissance de Millie. Renée avait 28 ans, les cheveux bruns attachés à la hâte, des cernes sous les yeux, et sa fille de 4 ans en équilibre sur une hanche. Elle a demandé à voir Reed, mais le garde au portail lui a dit qu'il était occupé dans une réunion en bas, au sous-sol. Renée est restée là, les yeux rouges, ne sachant où aller, jusqu'à ce que June traverse la cour avec Millie dans ses bras. June a regardé Renée et a reconnu ce visage tout de suite. Non pas parce qu'elle connaissait Renée, mais parce qu'elle connaissait cette expression. C'était le visage d'une mère qui savait que quelque chose n'allait pas avec son enfant et que personne ne la croyait. June avait porté ce visage une fois, 8 ans plus tôt, dans une clinique communautaire de Brooklyn, quand personne ne se souciait d'écouter ce qu'elle disait à propos de Benny. « Avez-vous besoin d'aide ?» a demandé June, sa voix douce, non intrusive, ouvrant seulement une porte. Renée l'a regardé, a regardé Millie dans ses bras et a décidé de lui faire confiance. Au cours du mois dernier, June était devenue le nom que les femmes et les enfants des hommes se chuchotaient lorsqu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les écouter. Pas un médecin, pas un conseiller, juste quelqu'un prêt à s'asseoir et à poser les bonnes questions. Gloria leur avait parlé de June. Naën aussi. Le mot s'était répandu dans le petit cercle de femmes vivant en marge de la pègre. Il y avait une fille au domaine, autrefois femme de ménage, qui s'occupait maintenant de la fille du patron, et elle savait écouter, demander et ne pas juger. June a conduit Renée dans la cuisine, lui a versé de l'eau et a tiré une chaise. Millie était assise à côté d'eux dans sa poussette, mâchant paisiblement un anneau de dentition. La fille de Renée était assise sur les genoux de sa mère, les yeux ternes, la tête penchée contre son épaule, ne prenant même pas la peine de regarder autour d'elle. L'enfant avait 4 ans, mais elle avait l'air de se réveiller d'un sommeil qui avait duré toute la journée. « Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ?» a demandé June. Renée a commencé à raconter, parlant vite, de manière confuse, comme si elle avait peur que si elle s'arrêtait, elle n'oserait plus continuer. Ça fait 2 semaines, elle est tout le temps fatiguée. Elle ne joue pas, ne court pas, elle veut seulement s'allonger. Je l'ai emmenée chez le médecin 2 fois. La première fois, le médecin a dit qu'elle ne dormait pas assez et lui a donné des vitamines. La deuxième fois, un autre médecin a dit que les enfants traversent des phases où ils deviennent moins actifs, que c'était normal. Mais je connais ma fille, elle n'est pas comme ça. Elle courait toute la journée et ne se fatiguait jamais. Elle grimpait sur tout, à tel point que je devais verrouiller la porte du balcon. Et maintenant, elle reste juste assise au même endroit à fixer le mur. June a regardé la petite fille. Ses yeux n'étaient pas fiévreux. Sa peau n'était pas pâle. Il n'y avait aucun signe évident de maladie. Mais cette fatigue, cette torpeur, n'appartenaient pas à un enfant en bonne santé. June a demandé calmement, une question à la fois. « Est-ce que quelque chose a changé dans ce qu'elle mange ou boit ?» Renée a secoué la tête. « Elle mange toujours normalement.
Du riz, des nouilles, des fruits. Est-ce que quelqu'un lui a envoyé de la nourriture ou des boissons récemment? Un cadeau? Une boîte cadeau? Quelque chose d'inhabituel? Renée a commencé à secouer la tête, puis s'est arrêtée. Ses yeux ont vacillé rapidement, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose qu'elle n'avait pas jugé important auparavant. Il y a près de 3 semaines, une boîte de jus de fruits biologiques a été livrée à la maison. 6 petites briques, joliment emballées. La boîte disait que c'était un cadeau de l'organisation, remerciant Tommy pour sa loyauté. J'ai pensé que c'était normal. L'organisation envoie parfois des cadeaux aux familles des hommes. Ma fille a adoré. Elle en a bu une brique chaque jour. June a senti un frisson lui parcourir le dos. Elle n'a rien dit à Renée. Elle lui a seulement dit d'attendre, puis a emmené Millie directement trouver le Dr. Shaw. Il était dans la salle médicale du premier étage, où il venait une fois par semaine pour examiner Millie. June a parlé rapidement et directement. J'ai besoin que vous fassiez une analyse de sang sur une fillette de 4 ans. Elle souffre d'une fatigue inhabituelle depuis 2 semaines. Les médecins extérieurs ont dit qu'elle allait bien, mais elle boit du jus de fruits d'une source non vérifiée. Je pense qu'il y a quelque chose dedans. Le Dr. Shaw a regardé June. Il y a un mois, il aurait refusé. Mais il y a un mois, il n'aurait pas non plus cru que la fille qui nettoyait les sols trouverait l'épingle que lui et le Dr. Voss avaient tous deux manqué. Il a hoché la tête, a rassemblé son matériel et a suivi June jusqu'à la cuisine. Il a prélevé le sang de la fillette, l'a envoyé pour des tests prioritaires. Les résultats sont revenus en 4 heures. Il y avait un sédatif à faible dose dans le sang de l'enfant. Le genre utilisé dans les somnifères pour adultes, mélangé en très petite quantité. Assez pour provoquer une fatigue prolongée, un manque d'énergie et une torpeur, mais pas assez pour créer un danger immédiat ou le genre de symptômes qu'un médecin ordinaire détecterait lors d'un examen général. Quelqu'un l'avait mélangé dans le jus de fruits avec une précision effrayante. Assez pour nuire, pas assez pour laisser des traces évidentes. Le Dr. Shaw a apporté les résultats à Reed. June l'a accompagné. Reed les a lus, son visage toujours illisible, mais il s'est levé lentement, s'est dirigé vers la fenêtre et est resté silencieux pendant un long moment. Gideon a retracé la boîte de jus de fruits en 2 jours. La boîte avait été commandée dans un magasin bio de Stamford, payée en espèces, expédiée par un service de livraison, et l'acheteur avait utilisé un faux nom. Mais la caméra du magasin a capturé l'homme qui a passé la commande. Un chauffeur que Gideon a reconnu comme étant le chauffeur de secours de Rico, celui qui s'occupait généralement des courses pour le sous-chef. Le schéma était clair maintenant. L'épingle dans la couverture de Millie. La note phase 2 dans la chambre de Millie. Le jus de fruits additionné de sédatifs envoyé au domicile d'un subordonné. Rico ne ciblait pas seulement la fille de Reed. Il créait de l'instabilité de l'intérieur, ébranlant les familles des hommes sous les ordres de Reed, semant la suspicion, semant la peur. Pour que le moment venu pour lui de passer à l'action et de prendre le pouvoir, les fondations de Reed soient déjà en train de pourrir de l'intérieur. Reed se tenait à la fenêtre, le dos tourné à June et Gideon. Sa voix était basse, égale et plus froide que tout ce qu'elle avait jamais entendu de lui. Assez. Convoque une réunion à huis clos. La réunion a eu lieu à 22 heures ce soir-là dans la salle de conférence du sous-sol, la pièce où June n'était jamais entrée et n'avait jamais imaginé entrer. Murs en béton, lumière jaune, une longue table en bois, porte de fenêtre. Reed était assis au bout de la table. Gideon était assis à sa droite. 4 hommes de haut rang étaient assis de chaque côté, leurs visages tendus, silencieux. Rico Damonte était assis en face de Reed, à l'autre bout de la table, une tasse d'expresso devant lui, sa posture détendue, une jambe croisée sur l'autre, comme si c'était un dîner ordinaire. June se tenait dans le coin de la pièce, à côté de la porte. Elle ne s'est pas assise. Reed ne l'a pas invitée à s'asseoir, et elle n'a pas demandé. Elle savait qu'elle était là non pas parce qu'elle en avait le droit. Elle était là parce qu'elle était un témoin. Reed a commencé sans perdre de temps. Il a posé 4 choses sur la table, dans l'ordre. La petite épingle en argent dans un sac zippé. La photographie agrandie de la bordure de la couverture montrant que l'épingle avait été insérée de l'extérieur. La note qui disait phase 2 après la couverture. Et le résultat de l'analyse de sang de la fille de Renée, listant clairement le composé sédatif. Il y a un mois, ma fille a pleuré pendant 7 heures à cause de cette épingle.
Un spécialiste a confirmé que l'épingle a été insérée dans la couverture après la production, délibérément. Le colis est passé par 3 personnes avant d'arriver dans la chambre de Millie. Le transporteur est clean. Frank a des images de caméra prouvant sa part. Il ne reste qu'une personne. Il n'a pas encore regardé Rico. Il a continué. Cette note a été trouvée sous le lit de ma fille. Phase 2. Après la couverture, ce qui signifie que l'épingle n'était que la première étape. Il a poussé le résultat du test vers le milieu de la table. La fille de Tommy a reçu du jus de fruits additionné d'un sédatif à faible dose pendant 2 semaines. Le jus a été envoyé au nom de l'organisation par un intermédiaire. Les images de la caméra du magasin montrent que l'homme qui a passé la commande était le chauffeur de secours de quelqu'un dans cette pièce. Puis, il a regardé Rico. Et le téléphone secondaire prépayé de quelqu'un dans cette pièce a été en contact avec l'organisation contrôlant les Parcs du Sud chaque jeudi soir dans le parking du 4e étage à Stamford. La pièce est devenue silencieuse. Les 4 hommes de haut rang ont regardé de Reed à Rico, puis ont baissé les yeux sur la table. Personne ne voulait être du mauvais côté dans les 10 prochaines secondes. Rico a posé sa tasse d'expresso, lentement. Il n'a pas regardé les preuves sur la table. Il a regardé Reed droit dans les yeux. « Tu m'accuses. Je présente la vérité. Que cela devienne une accusation dépend de ta réponse. » Rico s'est penché en avant, les mains jointes, puis a tourné la tête vers le coin où se tenait June. « La vérité? La vérité de qui? » Il a pointé June du doigt. « La sienne? Cette fille qui nettoie les sols que tu as ramassés parce qu'elle sait comment calmer un enfant. Tu fais plus confiance à sa parole qu'à la mienne, après que je me sois tenu à tes côtés pendant 20 ans. » Rico s'est levé, sa chaise a raclé le sol, sa voix s'est élevée. « Tu ne le vois pas? Elle veut grimper. Elle invente des histoires, se crée du crédit. Elle se transforme d'un chiffon à récurer en quelqu'un d'indispensable, et tu tombes dans le panneau. » Il s'est tourné vers June et a fait 2 pas vers elle. « Tu sais quelle est ta place? Tu n'es personne. Tu es venu ici pour nettoyer les sols et tu devrais retourner nettoyer les sols avant de mettre les pieds dans un endroit où tu n'as pas ta place. » June n'a pas reculé, n'a pas baissé les yeux, n'a pas dégluti. Elle a regardé Rico droit dans les yeux. Et dans la lumière jaune de cette salle de sous-sol sans fenêtre, sa voix est résonnée clairement. Chaque mot tranchant, ni fort ni doux, juste assez stable pour que tout le monde à la table l'entende. « Vous avez raison. Je suis une fille qui nettoie les sols. Je ne suis personne, mais je suis aussi celle qui se penche assez bas pour voir les choses que vous, les hommes, vous tenez trop haut pour jamais les remarquer. » La pièce s'est devenue immobile. 2 des hommes de haut rang se sont regardés. L'un d'eux a fait un très léger signe de tête involontaire. Rico a ouvert la bouche pour continuer à parler, mais Gideon a parlé depuis la droite de Reed. Sa vieille voix était lente et égale. Le genre de voix que tout le monde dans la pièce savait qu'il fallait écouter quand elle parlait. « Rico, je te connais depuis 20 ans. Je t'ai respecté. Mais les preuves ne mentent pas. L'épingle n'était pas un défaut d'usine. La note ne s'est pas écrite toute seule. Le sédatif n'a pas sauté dans le jus de fruits tout seul. Et ton chauffeur de secours n'est pas allé acheter des boissons pour les femmes et les enfants de nos hommes, sans ordre. » Gideon a posé ses 2 mains sur la table et a regardé Roe droit dans les yeux. « Explique-le, Rico. Explique-le à nous tous. » Rico se tenait au milieu de la pièce entre June et la table, entre 20 ans de fausse loyauté et 4 murs de béton sans issue. Ses yeux se sont déplacés de Gideon à Reed, aux 4 hommes silencieux, puis de nouveau à June. Et à cet instant, dans ses yeux, June a vu quelque chose qu'elle avait vu de nombreuses fois à Brownsville. Un animal acculé, sans aucune retraite possible, se préparant à mordre. Tout s'est passé en moins de 10 secondes. Rico a passé sa main droite derrière son dos, et sorti l'arme de la ceinture de son pantalon et l'a pointée droit sur Reed. Le mouvement était rapide et net, le mouvement d'un homme qui s'était entraîné toute sa vie. Les 4 hommes de haut rang à la table ont repoussé leur chaise d'un coup. Gideon n'a pas bougé. Reed n'a pas bougé. June, debout dans le coin de la pièce, à seulement 2 pas de Rico, et sentit l'air s'épaissir comme du béton. « 20 ans, a dit Rico, la voix tremblante. Pas de peur, mais de quelque chose de plus profond que la peur. Quelque chose qui pourrissait en lui depuis 2 décennies et qui ne faisait que s'ouvrir maintenant.
20 ans que je me suis tenu à tes côtés. 20 ans que j'ai tué pour toi, négocié pour toi, porté le risque pour toi. Et qu'as-tu obtenu? Tout, parce que tu es le fils de ton père, parce que tu en as hérité. Et moi, j'ai construit chaque brique de cet empire avec du sang. Et qu'ai-je obtenu? Sous-chef, un titre sans signification pour que tu puisses m'envoyer partout comme un serviteur. Le canon de l'arme pointait droit sur la poitrine de Reed. Reed n'a pas reculé. Ses yeux sont restés sur Rico et il n'y avait pas de colère en eux. Seulement la déception tranquille d'un homme qui venait de confirmer ce qu'il soupçonnait mais n'avait jamais voulu croire. Pose l'arme, Rico. Non. Rico a fait un pas en arrière et ce seul pas l'a amené exactement là où se tenait June. Sa main gauche a jailli et attrapé June par le col et l'a tiré contre lui. June a perdu l'équilibre et est tombée contre le corps de Rico. Et avant qu'elle ne puisse réagir, le canon avait quitté la poitrine de Reed et il était pressé contre sa tempe. De l'acier froid, dur contre sa peau. June pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles, rapide et sauvage. Mais son corps n'a pas résisté. Instinct de Brownsville. Quand tu es acculé, ne sursaute pas. Ne lutte pas. Reste immobile. Respire. Attends, cette fille en sait trop, a dit Rico, son souffle chaud contre la nuque de June, sa main se resserrant sur son col. Elle a trouvé l'épingle. Elle a trouvé la note. Elle a trouvé le jus de fruits. Comment une fille à qui nettoie les sols sait-elle où chercher, à moins que quelqu'un ne le lui dise? Où l'as-tu placé ici depuis le début? Reed, tu me soupçonnes depuis longtemps, n'est-ce pas? Reed a fait un pas en avant. Un seul. Son visage n'a pas changé. Pas un seul muscle n'a bougé. Pas un seul œil ne s'est plissé. Mais sa main droite, suspendue à son côté, tremblait légèrement, presque trop peu pour être vue. Mais June l'a vue. Du coin de l'œil, elle a vu la main du chef de la mafia trembler à cause d'elle. Laisse-la partir. 3 mots. Sa voix était plate, mais chaque mot portait le poids de 20 ans de pouvoir absolu. Rico a ri, un son sec et brisé. Le patron le plus impitoyable de la côte Est, l'homme que toute la ville craint, qui devient sentimental pour une fille qui nettoyait les sols, pour une fille avec un chiffon et un seau. Reed a fait un autre pas. La distance entre lui et l'arme pressée sur la tête de June était maintenant de moins de 2 mètres. Je le dis une dernière fois. Sa voix a baissé si bas qu'elle ne ressemblait plus à de la parole, mais à un grognement contenu dans sa poitrine. Laisse-la partir. Gédéon, qui était resté immobile depuis le début, a doucement levé sa main droite sur la table et a tapoté 2 doigts contre le bois. 2 coups doux, un signal. La porte en acier derrière eux s'est ouverte. 4 gardes du corps sont entrés, armes déjà dégainées, 4 canons pointés sur Rico depuis 4 directions. Rico a regardé autour de lui, a regardé les gardes, a regardé Reed, a regardé Gideon, a regardé les 4 hommes de haut rang à la table. Pas un seul d'entre eux ne bougeait pour l'aider. 20 ans, et c'était tout ce qu'il avait gagné. 4 armes pointées sur lui, et pas un seul allié. La main de Rico a lâché le col de June. L'arme s'est abaissée, les gardes se sont précipités, l'ont plaqué au sol, et lui ont menotté les mains dans le dos. Rico n'a pas résisté. Il est seulement resté là, la joue pressée contre le béton froid, les yeux toujours fixés sur Reed. Et dans ses yeux, il n'y avait plus de haine, seulement le vide d'un homme qui avait tout brûlé et n'avait plus rien à mettre au feu. June se tenait seule dans le coin de la pièce. Ses jambes tremblaient. Ses genoux voulaient céder, mais elle n'est pas tombée. Elle a reculé jusqu'à ce que sa colonne vertébrale heurte le mur, puis a glissé lentement jusqu'à s'asseoir sur le sol en béton. Ses 2 bras enroulés autour du carnet de Benny contre sa poitrine, le serrant fort, comme si ce carnet était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Reed a regardé Rico se faire emmener, a regardé la porte en acier se fermer. Puis, il s'est tourné vers le coin où June était assise par terre. Il s'est approché et s'est assis juste sur le béton froid à côté d'elle. Le chef de la mafia le plus puissant de la côte Est, l'homme que tout le monde dans la pièce venait de regarder avec peur et révérence, assis sur le sol du sous-sol à côté de la fille qui nettoyait les sols, comme si c'était le seul endroit où il appartenait à ce moment-là. « Ça va? » June l'a regardé. Ses yeux étaient humides, mais aucune larme n'est tombée. Ses bras étaient toujours enroulés autour du carnet de Benny. « Ça va. »
Elle a pris une inspiration tremblante, puis a demandé « Millie va bien ?» Reed l'a regardée. Elle venait d'avoir une arme pressée sur sa tête. Elle venait de frôler la mort dans la salle du sous-sol d'un empire de la pègre où elle n'avait pas sa place. Et la première chose qu'elle a demandé concernait sa fille. Le coin de la bouche de Reed s'est relevé. Pas un sourire, seulement l'ombre d'un, fin comme de la fumée, mais c'était la chose la plus proche d'un vrai sourire qu'il ait porté depuis de nombreuses années. Millie va bien. Ils sont restés assis là, sur le sol en béton froid, dans la salle du sous-sol qui venait d'assister à l'effondrement de 20 ans de trahison, et aucun d'eux n'a dit un autre mot. Mais dans ce silence, quelque chose avait commencé que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Gideon a demandé à Reed le lendemain matin, alors que Rico était toujours détenu dans la pièce verrouillée du sous-sol. « Comment veux-tu gérer ça? » Dans leur monde, cette question n'avait qu'un seul sens, et la réponse habituelle n'avait jamais rien à voir avec un tribunal. Reed se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant la pelouse où Millie était assise dans sa poussette à l'ombre du chêne. June à côté d'elle, lisant quelque chose à voix haute au bébé. Il les a regardés tous les deux pendant un long moment avant de répondre. « Livre-le au FBI par notre canal. Laisse la loi s'en occuper. » Gideon est resté silencieux pendant 3 secondes. C'était le plus long silence que le vieil homme ait jamais accordé à une réponse de Reed. Puis il a hoché la tête. D'accord. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas objecté. Gideon avait vécu assez longtemps pour reconnaître quand un homme avait commencé à changer, et il était assez sage pour ne pas se mettre en travers de son chemin. Rico a été déplacé cette nuit-là, discrètement, sans bruit, par une ligne de communication que l'organisation Valente entretenait avec le Bureau fédéral d'investigation depuis des années. Le genre de ligne que les deux camps prétendaient ne pas exister, mais dont les deux camps avaient besoin. Les preuves étaient insuffisantes pour s'assurer que Rico ne reverrait pas la lumière du jour avant très longtemps. L'organisation rivale qui contrôlait les ports du Sud a perdu son seul informateur au sein de l'Empire Valente, et sans Rico pour les guider, ils se sont retirés. Non pas parce qu'ils craignaient Reed, mais parce qu'ils n'avaient plus de moyens d'entrer. 2 semaines après la réunion à Wicklow, Reed a convoqué June dans son bureau pour la 2e fois. Cette fois, il n'était pas assis derrière le bureau. Il se tenait à côté de la bibliothèque, un mince dossier à la main. « Je veux créer une fondation. Une fondation de soutien médical pour les enfants de familles à faible revenu. Examen gratuit, traitement gratuit. Aucun enfant refusé pour manque d'assurance. Je financerai tout. » Il a posé le dossier sur le bureau. Le nom de la fondation est Fondation Benny. June est restée immobile et regardait le dossier, a regardé le nom sur la couverture. Benny. Le nom de son frère, le nom du garçon qui dessinait des cités dans les nuages et n'a jamais pu les finir. Le nom de l'enfant qui est mort la veille de Noël parce que personne n'était prêt à écouter quand sa sœur disait qu'il était vraiment malade. « Je veux que vous dirigiez cette fondation, » a dit Reed. « Non pas parce que vous avez un diplôme en gestion, mais parce que vous savez exactement ce que l'on ressent quand on se tient aux portes d'un hôpital et qu'on est renvoyé. Vous ne laisserez pas cela arriver à quelqu'un d'autre. » June n'a pas répondu tout de suite. Elle a pris le dossier, a ouvert la première page et a lu les conditions de création. Puis elle l'a refermé et a regardé Reed. « Je le ferai. Mais vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas votre fondation. C'est la fondation de Benny. Votre nom n'apparaîtra nulle part. » Reed a presque souri. « D'accord. » Au cours du mois suivant, la fondation Benny a pris forme. June la dirigeait depuis une petite pièce au premier étage du domaine, une pièce qui avait autrefois été le poste de garde de nuit. Nan, après avoir tout entendu, a quitté son emploi de femme de ménage et est venue aider June à plein temps, s'occupant du contact avec les familles qui avaient besoin de soutien. Gloria, la cuisinière du domaine, s'est portée volontaire pour préparer la nourriture pour les événements de la clinique gratuite que la fondation organisait chaque mois. Le Dr Shaw, après tout ce qui s'était passé, a appelé June un matin et a simplement dit « J'examinerai les patients pour la fondation gratuitement 1 fois par mois. Considérez cela comme ma façon de rembourser la dette que j'ai pour la nuit où j'ai manqué l'épingle. » Mais le changement le plus inattendu est venu de Frank Russo. Le majordome ne s'est pas excusé auprès de June. Il n'a pas dit un mot sur les mois où il lui avait rendu la vie difficile, parlé par insultes voilées, ou lui avait assigné un travail pénible. Il a seulement fait une petite chose. Le premier matin, June a ouvert la porte de son nouveau bureau.
Une tasse de café chaud était déjà sur le bureau, avec une petite note écrite de la main de Frank. La pièce a été nettoyée. Si vous avez besoin de plus d'étagères, dites-le moi. June a regardé le café, a regardé la note et a compris. Dans ce monde, c'était la plus grande excuse que Frank Rousseau était capable de donner. Elle a bu le café, a ouvert le carnet de Benny à une page vierge et a commencé à écrire la première liste de familles qu'il devait contacter. Dehors, la lumière du soleil du Connecticut s'étendait sur la pelouse du domaine, et quelque part à l'étage, au deuxième, Millie babillait son premier son, qui, selon Gloria, ressemblait à Juju. Ce qui a grandi entre eux n'a pas commencé par des mots. Il n'y a pas eu de déclaration, pas de moment soudain. C'est venu en 5 temps, 5 petits détails, chacun aussi léger qu'un souffle, mais plus lourd que n'importe quelle promesse. La première fois, c'était un soir de mars. June berçait Millie pour l'endormir dans la chambre du bébé, fredonnant doucement quelque chose, sans parole, seulement une mélodie régulière, sa main tapotant le dos de Millie en rythme. Elle ne savait pas que Reed se tenait dans l'embrasure de la porte. Il se tenait là, l'épaule contre le cadre en bois, les bras croisés sur la poitrine, la regardant chanter pour endormir sa fille. La lueur jaune pâle de la veilleuse tombait sur le visage de June, et il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans cette maison auparavant. La paix. Il est resté là pendant 10 minutes. Millie s'était profondément endormie à la 3e minute, mais il n'est pas entré. Quand June a commencé à se lever, il s'est détourné, marchant silencieusement dans le couloir de l'aile ouest et retournant dans sa chambre. June s'est tournée vers la porte et a vu le couloir vide. Seule la faible odeur de whisky flottait encore dans l'air. La deuxième fois est venue 3 semaines plus tard. June a attrapé un rhume, une légère fièvre, son corps épuisé, mais elle s'est quand même levée à 6 heures pour préparer le petit déjeuner de Millie. Gloria l'a forcée à retourner au lit et a dit que Gloria s'en occuperait. June était allongée dans sa chambre, les yeux fermés, une main posée sur le carnet de Benny par habitude. On a frappé à la porte. Elle a ouvert les yeux. Reed se tenait dehors, tenant un bol de bouillie de poulet chaude sur un plateau en bois. Il a posé le plateau sur la table à côté de son lit sans la regarder. Comme si la regarder à ce moment-là briserait quelque chose qu'il essayait de garder intact. Gloria l'a fait. Je l'ai seulement monté. Ne le dis à personne. Puis il est sorti et a fermé la porte. June a regardé le bol de bouillie fumant et pour la première fois depuis très longtemps, elle a senti que quelqu'un prenait soin d'elle. Pas par devoir, pas à cause d'un contrat, juste parce qu'il le voulait. La 3e fois, c'était une nuit de mai à 3 heures du matin. June s'est réveillée au son de quelque chose venant de la chambre de Reed au bout du couloir. Pas une conversation. Un cri, court, sec, puis le silence, puis un autre cri. Un cauchemar. Elle est restée immobile 1 minute, puis s'est levée, a marché jusqu'à sa chambre et a frappé doucement. La porte s'est ouverte. Reed se tenait là, les cheveux en désordre, sa chemise de nuit trempée de sueur, les yeux hagards comme un homme qui venait de fuir quelque chose qu'il ne pouvait toujours pas échapper, même après s'être réveillé. Elle n'a pas demandé ce qu'il avait rêvé. Elle n'a pas demandé s'il allait bien. Elle a seulement dit « Je vais vous faire du thé, de la camomille. » Mon frère aimait ça quand il ne pouvait pas dormir paisiblement. Elle est descendue à la cuisine, a fait bouillir de l'eau, a préparé 2 tasses, les a ramenées. Ils se sont assis à la petite table à côté de la fenêtre dans la chambre de Reed, chacun tenant une tasse sans rien dire. Dehors, le ciel du Connecticut était d'un noir d'encre. Pas de lune, pas d'étoiles. Ils sont restés assis là jusqu'à ce que le thé refroidisse. Puis June s'est levée, a rassemblé les 2 tasses et est retournée dans sa chambre. Pas de bonne noix, aucun n'était nécessaire. La 4e fois a été la plus lourde. Un après-midi, June portait Millie en passant devant le couloir du sous-sol. Juste au moment où la porte en acier s'est ouverte, elle a eu un aperçu de l'intérieur. Des hommes assis autour d'une table, des piles d'argent, des papiers étalés partout. Elle ne s'est pas arrêtée, n'a pas regardé longtemps. Mais cette nuit-là, après que Millie se soit endormie, elle est allée au bureau de Reed. Voulez-vous que Millie grandisse en voyant qui est son père? Voulez-vous qu'elle soit fière? Ou voulez-vous qu'elle ait peur? Parce que si vous continuez à gagner de l'argent comme vous le faites maintenant, il viendra un jour où elle sera assez grande pour comprendre. Et ce jour-là, vous ne serez plus son héros. Reed n'a pas répondu. Son visage s'est durci, sa mâchoire s'est crispée.
Il s'est levé et est sorti de la pièce sans un mot. Il a disparu du domaine pendant 3 jours. Personne ne savait où il était allé. Pas d'appel, pas de message. June s'est occupée de Millie, a géré la fondation, et chaque nuit, elle regardait par la fenêtre en se demandant si elle était allée trop loin. Le 4e jour, elle donnait de la bouillie à Millie dans la cuisine ce matin-là, quand Reed est entré. Sa barbe n'était pas rasée. Des cernes sous les yeux, mais quelque chose dans son regard avait changé. Il s'est assis sur la chaise en face d'elle et a regardé Millie, puis a regardé June. Je t'ai détesté parce que tu avais raison. J'ai conduit pendant 3 jours en essayant de trouver une raison pour laquelle tu avais tort. Je n'en ai trouvé aucune. Alors, je suis revenu parce que j'ai besoin que tu continues à avoir raison, même quand je déteste l'entendre. June n'a pas souri, mais elle a poussé le bol de bouillie de Millie un peu plus près de lui. Nourris-la, tu lui manques. Reed a pris la cuillère et pour la première fois, il a nourri sa fille de sa propre main. Maladroitement, la bouillie a fini partout sur le menton de Millie, mais le bébé a ri, et ce rire a rempli la cuisine plus complètement que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. La 5e fois est venue 4 mois plus tard. Devant le tribunal des affaires familiales de Manhattan, Paige a demandé la garde de Millie. Non pas parce qu'elle voulait l'enfant, mais parce que son avocat avait calculé que la garde ouvrirait un chemin vers les actifs de Reed. June a aidé Reed à préparer le dossier. Les dossiers médicaux quotidiens de Millie que June avait tenus pendant des mois. Son horaire d'alimentation et de sommeil, les rapports de santé réguliers du Dr. Shaw, des photographies de Millie chaque semaine, chaque étape de sa croissance soigneusement consignée dans le carnet de Benny. Le tribunal a examiné le dossier, a examiné les preuves que Paige avait été entièrement absente de la vie de sa fille depuis le divorce et a accordé à Reed la garde exclusive. Dehors, au palais de justice, c'était septembre à New York. Lumière du soleil pâle, vent frais. Reed a descendu les marches du palais de justice, June marchant à ses côtés. Aucun d'eux n'a rien dit. Puis Reed a tendu la main et a pris celle de June. Doucement, sans serrer sa prise, il l'a simplement tenue. La première fois qu'il l'avait jamais touchée. Pas une poignée de main, pas par accident, mais exprès. Lentement, comme s'il avait voulu le faire depuis très longtemps, mais avait dû attendre qu'il y ait une raison assez grande pour qu'il ne puisse plus se mentir à lui-même. June a senti sa main, chaude, large, une main qui avait fait beaucoup de choses cruelles, mais qui tenait maintenant la sienne avec un soin qu'elle ne lui avait jamais connu. Elle l'a laissé rester pendant 3 secondes. Puis elle a retiré sa main doucement, pas brusquement, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle avait peur. Peur que si elle laissait sa main là une seconde de plus, elle voudrait plus que ça. Et vouloir plus que ça dans le monde de Reed Valente était la chose la plus dangereuse qu'une fille de Brownsville puisse jamais se permettre. Millie a eu 2 ans un dimanche d'octobre, sous un soleil doré et pâle du Connecticut, avec les feuilles de chêne dehors qui commençaient à rougir. La petite fête a eu lieu dans la salle à manger du domaine. Pas de fleurs élaborées, pas de société d'événementiel engagée. Seulement un gâteau blanc que Gloria avait fait elle-même à partir de 4 heures du matin, quelques ballons que Naën avait gonflés jusqu'à ce que son visage devienne violet, et un ours en peluche presque de la moitié de la taille de Millie que le Dr. Shaw had apporté dans une boîte emballée avec un ruban maladroit. La liste des invités pouvait se compter sur 2 mains. Gideon était assis dans le coin de la pièce, un verre de whisky à la main, ses yeux plus doux que d'habitude, alors qu'il regardait Millie prendre du glaçage avec les 2 mains et s'en barbouiller le visage. Naën et Gloria se tenaient côte à côte, Gloria riant en essuyant le visage de Millie. Le Dr. Shaw se tenait les bras croisés, maladroit au milieu d'une fête d'enfants à laquelle il n'était clairement pas habitué. Quelques hommes de confiance se tenaient à proximité. Des hommes qui portaient normalement des armes sur eux, mais qui aujourd'hui applaudissaient et chantaient « Joyeux anniversaire » faux. Reed se tenait plus en arrière, appuyé contre le mur, regardant silencieusement sa fille. Millie était assise dans sa chaise haute, du glaçage sur le visage, les yeux brillants, ses cheveux en petites boucles douces. Et quand elle a tourné la tête pour chercher quelqu'un dans la pièce, elle n'a pas appelé papa. Elle a appelé Juju, Juju, Juju. June se tenait près de la porte de la cuisine, une serviette en papier à la main. Quand elle a entendu ça, elle s'est figée un instant. Juju. Le surnom que Millie avait inventé parce qu'elle ne pouvait pas prononcer June.
2 courtes syllabes résonnant dans une pièce pleine d'hommes dangereux et de glaçage étalés sur la table. Et c'était le plus beau son que June ait entendu depuis la dernière fois que Benny l'avait appelée sœur. Elle s'est approchée, a soulevé Millie dans ses bras, et la petite fille a enroulé ses bras autour du cou de June, étalant du glaçage sur l'épaule de la blouse de June. June s'en fichait. Elle a serré l'enfant plus fort, a fermé les yeux une seconde, et quand elle les a rouverts, elle a surpris Reed la regardant de l'autre côté de la pièce. Il n'a pas souri. Il n'a pas hoché la tête. Il a seulement regardé. Mais ses yeux en disaient plus que tout ce qu'il avait jamais dit à voix haute. La fête s'est terminée à 20 heures ce soir-là. Millie dormait profondément dans son lit, le ventre plein, une main tenant toujours son nouvel ours en peluche. Les invités étaient tous rentrés chez eux. Le domaine était retombé dans le calme. June est montée au balcon du 3e étage, du côté est. Elle connaissait cet endroit mieux que quiconque. 2 ans plus tôt, elle avait nettoyé le sol de ce balcon chaque nuit, les genoux pressés contre la pierre froide, les mains essorant un chiffon sur un seau d'eau, regardant la pelouse noire et ne pensant à rien d'autre qu'à finir avant 5 heures du matin. Maintenant, elle se tenait là, les mains posées sur la balustrade, le vent d'octobre la frôlant légèrement, et sa vie avait tellement changé qu'elle ne pouvait pas dire exactement quand elle avait commencé à changer. Des pas ont résonné derrière elle. Elle ne s'est pas retournée. Elle savait qui c'était. Reed s'est placé à côté d'elle, à une longueur de bras, regardant dans la même direction. Le silence s'est étiré entre eux pendant un long moment. Puis il a parlé, sa voix basse et lente. Chaque mot tiré de sa gorge avec difficulté, comme si chaque mot pesait plus qu'il ne le devrait. Je ne sais pas comment dire ça. Je sais comment donner des ordres. Je sais comment menacer. Je sais comment négocier. Mais ça, c'est différent. Et je n'ai pas de mots pour ça. June l'a regardé. Qu'est-ce qui est différent? Reed a gardé les yeux sur la pelouse sombre. Toi, un mot. Puis le silence. Puis il a continué, toujours sans la regarder, comme si la regarder maintenant l'empêcherait de finir. Je ne le mérite pas. Je sais ce que je suis. Je sais ce que ces mains ont fait. Je sais ce qu'est mon monde. Mais toi, il s'est arrêté, a pris une inspiration, puis a continué. Tu me donnes envie de devenir un homme meilleur. Pas parce que tu me le demandes, mais parce que quand tu es près de moi, je peux voir la version de moi-même que ma mère espérait autrefois que je deviendrais. Et ça, il s'est tourné pour la regarder pour la première fois depuis qu'il était sur le balcon. Ça me fait plus peur que n'importe quel ennemi que j'ai jamais affronté. Le balcon est devenu silencieux. Le vent soufflait doucement. Quelque part dans l'obscurité, des feuilles de chêne tombaient. June l'a regardé et regardé dans ses yeux. Des yeux qui avaient ordonné la mort d'homme. Des yeux qui avaient regardé des ennemis sans sailler, mais qui la regardaient maintenant avec une peur qu'il ne savait pas comment cacher. Elle aurait pu pleurer. Elle aurait pu dire quelque chose de profond, de solennel, quelque chose digne d'un moment comme celui-ci. Mais June n'était pas ce genre de personne. June était une fille de Brownsville, celle qui avait autrefois frotté le sol de ce balcon à genoux, celle qui avait enterré son frère et était retournée travailler le lendemain. Elle a regardé Reed et a dit « Alors tu me dois des intérêts là-dessus. » Reed a cligné des yeux. Puis il a ri. Pas un rire poli, pas un rire moqueur. Un vrai rire qui a éclaté de sa poitrine, sec, court, inattendu même pour lui-même, comme de la pluie tombant sur un désert. Si rare que tous deux savaient exactement à quel point il était précieux. Et là, sur le balcon du 3e étage, où 2 ans plus tôt, elle s'était agenouillée pour frotter le sol, alors qu'il ne savait même pas qu'elle existait. Les deux se tenaient côte à côte, à une longueur de bras, et pour la première fois, cette distance ne ressemblait pas du tout à une distance. 5 ans après cette nuit sur le balcon du 3e étage, Millie avait 7 ans, des boucles brunes, de grands yeux comme son père, mais son sourire était celui de June. Le genre de sourire qui utilisait tout son visage et ne retenait rien. Cet après-midi-là, Millie était assise sur le sol du salon du domaine, des crayons de couleur éparpillés sur le tapis, penchée sur une feuille de papier, dessinant avec une concentration totale. Quand elle a fini, elle a couru vers June, qui était assise sur le canapé en train de lire des dossiers de la Fondation, et a tenu le papier devant son visage. « Juju, regarde. » Le dessin montrait 3 personnes. La plus grande à gauche avait les cheveux noirs,
et portait des vêtements noirs avec le mot papa écrit en désordre en dessous. La plus petite au milieu avait des boucles et une robe rose avec Millie écrit en dessous. Et celle de droite avait les cheveux bruns et portait du gris avec Juju écrit en dessous. Les trois se tenaient la main. Au-dessus d'eux, il y avait un soleil jaune aussi grand que la moitié de la page. En dessous, en petites lettres tordues, il y avait les mots « Ma famille ». June a regardé le dessin et des larmes ont coulé sur son visage. Non pas parce qu'elle était triste, mais à cause de Benny. Benny dessinait comme ça aussi, des crayons de couleur sur le sol de la cuisine de leur appartement au 5e étage à Brownsville. Les genoux relevés, la langue tirée quand il se concentrait. Des cités dans les nuages que le garçon de 14 ans n'a jamais pu finir. Millie ne dessinait pas mieux que Benny, mais Millie était en vie. Et c'était le miracle que June n'avait jamais osé demander, mais qui lui avait quand même été donné. Elle a pris Millie dans ses bras, l'a serré fort et a pleuré dans les cheveux de la petite fille pendant que Millie lui tapotait le dos avec une petite main encore couverte de couleur cireuse. « Juju, tu pleures? »« Pourquoi tu pleures? J'ai mal dessiné? »« Non, tu as fait le plus beau dessin du monde. » Reed avait 42 ans. Ses cheveux avaient grisonné aux tempes, son visage toujours vif, mais ses traits s'étaient adoucis comme une pierre usée par l'eau au fil du temps. Il s'était retiré de la plupart des opérations de la pègre, laissant ce qui restait à Gideon pour gérer, et s'était concentré sur l'immobilier légal et la fondation Benny. Non pas parce qu'il était soudainement devenu un saint, mais parce que chaque soir, quand il rentrait à la maison et voyait Millie courir pour s'enrouler autour de ses jambes, il ne voulait pas que sa fille grandisse et ait un jour honte en entendant les gens prononcer le nom de son père. June avait 33 ans. Elle portait toujours des vêtements simples. Ses mains étaient toujours gercées par le froid, même si elle ne tenait plus de serpillière. Et elle gardait toujours le carnet de Benny sur sa table de chevet. Mais maintenant, le carnet était 3 fois plus épais, rempli de papiers, de dossiers et de noms. Chaque nouvelle page contenait un autre enfant que la Fondation avait aidé. Le petit garçon du Bronx dont l'asthme a été détecté à temps. La petite fille de Newark dont la malformation cardiaque a été correctement diagnostiquée avant qu'il ne soit trop tard. L'enfant de Camden dont la mère avait été renvoyée par les médecins 3 fois jusqu'à ce que June s'assoie et écoute cette mère. Pose les bonnes questions et l'envoie au bon médecin. Cette nuit-là, Millie dormait. Sa chambre était calme, la veilleuse d'un or pâle, l'ours en peluche de son 2e anniversaire toujours à côté de son oreiller, même si le rembourrage était devenu mou et fin. June était assise à côté du lit, lissant les cheveux de Millie. Reed est entré silencieusement et s'est tenu de l'autre côté du lit. Ils ont regardé Millie dormir et, sans dire un mot, ils savaient tous les deux que cette première nuit, il y a près de 6 ans dans cette même pièce, les pleurs désespérés du bébé les avaient attirés l'un vers l'autre. Et maintenant, la paix de son sommeil était ce qui les maintenait là. Reed a tendu la main à travers le lit et a pris doucement la main de June, comme il l'avait fait à l'extérieur du palais de justice. Mais cette fois, June ne s'est pas retirée. Elle a laissé ses doigts s'entrelacer avec les siens et elle les a gardés là. Benny aurait été fier de toi. June l'a regardé, les yeux humides, mais la bouche souriante. Benny m'a conduite ici, à Millie, à toi. Chaque enfant que nous sauvons est un baiser que je lui envoie. Elle a doucement retiré sa main, a ouvert le carnet de Benny et a sorti la petite photographie glissée dans la première page. C'était Benny à 13 ans, souriant largement, des crayons de couleur à la main, les yeux brillants. Elle a placé la photo sur la table de chevet de Millie, à côté de la photographie de Millie nouveau-né que Reed gardait là depuis le jour de sa naissance. 2 enfants, un parti, un vivant. Une douleur qui s'était transformée en force, une force qui avait grandi en amour. Côte à côte sur la même table, dans la même maison où, 6 ans plus tôt, une fille qui nettoyait les sols avait frappé à la porte de la chambre d'enfant et avait tout changé. Et c'est ainsi que cette histoire se termine. Pas avec un miracle ou de l'argent, mais avec des mains autrefois gercées par des seaux d'eau, tenant maintenant la main de l'homme que le monde craint, à côté du lit de l'enfant qu'ils aiment tous les deux. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, partager et vous abonner pour entendre plus d'histoires chaque jour. Nous vous remercions d'être restés avec nous. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, la paix au quotidien. Au revoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.